sujet qui pour moi est très très sérieux. Je ne sais pas d'ailleurs si la caméra a commencé à temps, mais peu importe. Oui, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de très sérieux parce que je suis vraiment tous les jours, tous les jours, un maximum de vidéos de résistants, de gens qui sont éveillés, que ça soit Christophe Cross que j'aime bien, Jim que j'ai regardé encore hier soir, etc. Il y en a quand même beaucoup. Ce matin, je suis même allé voir par curiosité une vidéo de Monsieur Grandjean. Vous voyez, comme quoi. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu d'ailleurs. Il a l'air en forme, cet homme-là. Ça, déjà, ça m'a fait plaisir. Même si je ne suis pas toutes ces déductions, ça m'a fait plaisir. Et puis, je suis tombé sur une vidéo beaucoup plus intéressante, à mon avis, de GeoSwing. Sur l'UCC, l'OPPT, etc. Alors je ne sais pas si tout le monde aura entendu parler de l'UCC, l'OPPT. Je dirais que c'est le dernier combat très très à la mode en ce moment, très à la mode. Et je vous dirais quelque part que je me suis toujours méfié des modes, parce que comme le disait je ne sais plus quel couturier, grand couturier, disait ce qu'il faut savoir de la mode, c'est qu'elle est faite pour être un jour démodée. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Hein. C'est que régulièrement, on voit apparaître comme ça des grands dogmes philosophiques, politiques, et puis qui sont oubliés au bout de 5, 6 ans, 10 ans. Mais entre-temps, qui auront fait des dégâts. Alors, des dégâts pas forcément toujours trop graves, hein, mais quand on voit comment il s'appelait ça, le nouvel ordre solaire, etc., qui ont fait des morts quand même, hein, des fois ça peut faire des dégâts. Voilà. Alors l'UCC c'est quoi? Ah là là. Alors l'UCC c'est quoi? Alors je vais vous faire, attention, pour ceux qui sont spécialistes de la chose, ne venez pas me chercher les poux dans la tête, parce que je ne suis pas là pour m'adresser à vous. Parce que vous, je dirais que vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez déjà la connaissance, et puis vous avez creusé, vous avez passé du temps, je le sais, j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Je m'adresse aux gens qui ne savent pas forcément. Alors l'UCC c'est quoi? C'est l'Union commerciale finalement. L'Union commerciale internationale. Alors, pourquoi existe-t-il une Union commerciale internationale? Eh bien, dès le moment, fin du 16e, 17e, enfin 16e, 17e à peu près, où on va voir fleurir dans le monde entier les grandes lignes maritimes avec les comptoirs coloniaux. Vous savez qu'il y aura des comptoirs coloniaux anglais, il y en aura des français, il y en aura des espagnols, il y aura des portugais, un peu moins des allemands, c'est vrai qu'ils ont été moins présents sur le marché, les italiens, oui bien sûr. Voilà, donc je dirais que les grandes puissances européennes, essentiellement européennes, vont prendre des positions stratégiques dans le monde entier, qui en Afrique, qui en Asie, qui etc. Et puis, l'objectif, c'est de faire du commerce. Bah oui, parce que c'est toujours pareil, ce qui est important, c'est le business. C'est-à-dire, c'est le pognon. Et puis, rapidement, il va s'avérer une chose, finalement, c'est que l'Angleterre va importer des produits qui intéresseront la France, et la France va importer des produits de son côté qui intéresseront l'Angleterre, et vice-versa. Je vous passe les détails. Bien. Et donc, il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un code du commerce. Un code du commerce. Mais qui sera un code du commerce international. Et à partir de là, et ça va évoluer, évidemment, dans le temps, et ça va s'affiner, on va s'apercevoir que les différents pays, vont se retrouver avec ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un SIRET ou un SIREN, c'est-à-dire un numéro d'identification d'entreprise. Bah oui. Parce que lorsque l'Angleterre importe des produits sur son territoire, elle va chercher à
récolter au passage ce qu'on appelle des droits de douane ou des droits de mer, selon. Mais ces échanges devenant quotidiens, il va falloir trouver une réglementation internationale. Et là, effectivement, va se créer ce que l'on appelait après l'UCC, c'est-à-dire que finalement, chaque pays avait un code à l'équivalent d'une entreprise. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait surpris de ça, en disant, vous avez vu, vous vous rendez compte, c'est lamentable, mon pays, c'est finalement une multinationale. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et que vous vous aperceviez de ça aujourd'hui, c'est bien, mais c'est presque grave. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune expérience du commerce, mais ce qui est logique, hein, attention, c'est pas une critique. Hein. Vous n'avez aucune connaissance du commerce à l'international. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que je peux maîtriser, puisque c'est un exemple que j'ai vécu. Lorsque j'étais gérant d'une société qui s'appelait Pharmatech. Vous pouvez le trouver sur Internet d'ailleurs. Hein. Tout ce que je dis d'ailleurs, vous pouvez le contrôler sur Internet. J'étais gérant de cette société-là. Alors je n'étais que gérant, je n'étais pas propriétaire de cette entreprise. Le propriétaire était un ami d'enfance, qui avait monté, lui, une entreprise en Italie de distribution de ces produits-là. Or, ces produits étaient fabriqués en France. Donc, c'est la société Pharmatech qui commandait les produits à la société française et qui ensuite revendait ces produits-là à la société italienne. Donc, à ce titre-là, je payais en tant qu'entreprise de la TVA aux fabricants et dans la mesure où je vendais, et là, c'était même pas l'international, c'était intra-européen, Europe, puisque c'était l'Italie, ou l'Espagne d'ailleurs. J'avais 2 clients. À ce moment-là, tous les mois, je faisais une déclaration de ce qu'on appelle l'intrastat. D'ailleurs, j'ai eu un contrôle fiscal qui a duré 3 mois. Donc, pour ceux qui connaissent, un contrôle fiscal de 3 mois, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Hein. C'est-à-dire qu'il vous épluche de A à Z, et le contrôleur fiscal n'en est jamais revenu parce qu'il est reparti avec 0 €, parce qu'il n'y a eu aucun redressement, parce que tout était bien tenu. Voilà, pour ceux qui se poseraient des questions. Alors, tout ça, je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque je fais ma déclaration d'intrastat, eh bien, je remplis un formulaire aux impôts. Et j'ai le pays de départ, la France, avec un numéro fiscal. Et il y a le pays d'arrivée, qui est l'Italie, avec un numéro fiscal. Eh bien, ces numéros fiscaux sont ni plus ni moins que des codes, on va dire, SIRET ou sirène, comme vous voulez, d'accord, à l'équivalent de n'importe quelle entreprise, que ce soit une SARL, une EURL, une SAS, etc. Exactement, c'est le même formulaire. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, quand on vous dit, je comprends que si vous n'êtes pas au courant, ça puisse choquer, de dire, vous vous rendez compte, la France, mon pays, c'est une multinationale. Bien sûr, c'est une multinationale. Bien sûr. À partir du moment... réfléchissez 2 secondes. Lorsqu'un président de la République va faire un voyage en Chine, par exemple, comme il n'y a pas longtemps, il amène avec lui une dizaine ou une vingtaine de grands patrons d'industrie, hein, que ce soit les Dassault, que ce soit enfin, de grosses industries. Il se conduit comment? Il se conduit, le président de la République, comme un attaché commercial, ni plus ni moins. Ben oui. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que sortez de ça. Dites-vous bien que le président de la République, aujourd'hui, surtout qu'il n'a plus de pouvoir, hein, avec l'Europe, avec l'Union européenne, il n'a plus aucun pouvoir, mais il lui reste ce pouvoir-là. C'est-à-dire de sponsoriser quelque part, ou de promouvoir, si vous préférez, les entreprises françaises et donc l'emploi en France à l'étranger. Donc voilà, un exemple en ce moment, vous avez entendu parler effectivement du problème de l'Iran avec les États-Unis qui ont rejeté effectivement le plan nucléaire, etc. Je vous passe les détails. Mais quand Donald Trump dit aux entreprises du monde,
ceux qui feront encore du business avec l'Iran auront forcément des contre-mesures, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus travailler avec les États-Unis. Et là, vous avez vu, tout le monde se met à genoux. Que ce soit Merkel, Macron, etc. Pour le moment, ils ont l'air de vouloir résister, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque la société Total, par exemple, s'est déjà retirée de l'Iran. Peugeot vient d'annoncer qu'effectivement, alors qu'il avait monté une très très belle structure en Iran, se retire aussi, donc tout le monde se met à genoux. Ce qui est une grosse connerie d'ailleurs, parce que ça me rappelle un petit peu les événements de 73, après la guerre des 6 jours, lorsque les pays arabes ont convoqué les pays occidentaux, je dis bien occidentaux, en leur disant, bah, écoutez, c'est simple, ceux qui ont soutenu Israël n'auront plus notre pétrole, donc un certain nombre de pays se sont retrouvés plus du tout de pétrole, que ce soit de l'Arabie Saoudite, etc. Et les autres, le prix sera multiplié par entre 3 et 4, je ne sais plus exactement. Bon. Donc ça a été la crise de 73. À l'époque, si nous avions eu des dirigeants dignes de ce nom, d'accord, mais là à l'époque c'était Giscard d'Estaing, donc c'était pas vraiment le cas, eh bien c'était simple, c'était de dire aux pays, même si c'était pas bien, attention, je parle pas de moralité, je parle de politique là, c'était de leur dire, d'ailleurs Trump l'aurait fait s'il avait été là à l'époque, il aurait dit ah ouais c'est comme ça, ben moi je vais t'expliquer garçon, tu vois, demain je te mets la mer des bombes sur ta gueule, d'accord, et t'existes plus, tu vois, avec ton palais de marbre, etc., tu n'existes plus. Voilà, donc tu vois, tu me fais chanter, moi, les États-Unis, moi, tu me fais chanter la France, moi, tu me fais chanter l'Allemagne, non, tu fais pas le poids, tu vois. C'est bien, tu as du pétrole, mais tu n'as que du pétrole. Le reste, c'est du sable. Voilà. Mais malheureusement, en 73, les gens se sont mis à genoux. Eh bien, en ce moment, c'est à peu près ce qui se passe. Moi qui suis dans la défense de Trump depuis le début de sa campagne, depuis le début de son élection, il n'en reste pas moins que je reste français et dans la défense des intérêts français, d'accord. Et moi, dans ce cas-là, dans le dossier iranien, ça serait simple. Ça serait dire, monsieur Trump, vous allez... alors bon, c'est vrai que l'Allemagne a un gros problème parce qu'ils se rendent compte que BMW, Volkswagen, Mercedes, surtout, etc., aux États-Unis vont être surtaxés. Et encore, j'écoutais hier ou ce matin, très tôt, Mercedes produit aux États-Unis ces voitures, qui sont vendues aux États-Unis. Donc ils ne seront même plus soumis à cette fameuse... Donc c'est un peu pipeau, un petit peu tout ça. Enfin bon, voilà. Donc, méfiez-vous. Alors d'ailleurs, quand je dis c'est un peu pipeau, c'est intéressant. Parce que méfiez-vous, parce qu'il y a ce qu'on vous présente, ce que l'on nous présente, hein, parce que je ne suis pas différent de vous, comme tableau, hein, où on nous fait peur. On nous fait peur, voilà. Donc l'UCC, oh là là, l'UCC. Donc alors l'UCC, pourquoi ça fait peur l'UCC? Parce que donc on vous explique que le jour de votre naissance, de notre naissance, notre papa, souvent c'est le papa hein, qui fait la démarche, est allé à la mairie et a déposé l'acte de naissance, donc avec notre nom de famille, d'accord, et le prénom. Et là, la majorité des membres, justement, enfin des membres, des défenseurs de ce OPPT, vous explique que votre nom, ce n'est pas votre nom parce qu'il a été enregistré pour justifier l'endettement des multinationales. Enfin bon, arrêtez. Arrêtez. Est-ce que vous, les défenseurs de l'OPPT, est-ce que vous pensez réellement que la Fed et le gouvernement américain, entre autres, pour ne parler que de lui, hein, mais je peux vous parler du Japon, du ministre Abe, mais je peux vous parler aussi de Juncker, d'accord, qui ne fait pas différemment, ou finalement depuis 2 ans. Bon. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont besoin de justifier du nom, de votre nom de famille, de notre nom de famille, de notre existence quelque part, pour fabriquer des billets de banque? Comment pouvez-vous défendre cette position? C'est indéfendable. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Parce que je vous signale quand même que lorsque vous regardez aujourd'hui le déficit budgétaire des États-Unis, d'accord, il aurait fallu multiplier la population des États-Unis par 10 pour justifier l'endettement actuel. Or, la population n'a pas été multipliée par 10. Donc, dire que la dette d'un pays s'appuie uniquement sur un individu
déjà pour moi ça ne tient pas, ou dire qu'on a multiplié par 10 l'endettement de cet individu, mais on n'en a rien à foutre. D'ailleurs, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire comment ça va se passer. Et c'est en train de se préparer. Je déborde un petit peu là, mais je pense que c'est assez intéressant. Je vais vous dire ce qui se passe. En ce moment, vous avez vu que Trump arrive en faisant le costaud, machin, j'en ai déjà parlé. Il y a ce qu'il dit, il y a ces mouvements d'humeur, et puis après, il y a ce qu'il fait. Bon. Vous avez vu que finalement, comme je le disais, il va finir par rencontrer Kim Jong-un. Voilà. Alors que Kim Jong-un a dit moi je veux plus le rencontrer, et puis finalement il l'a rencontré, il a rencontré les Coréens du Sud, et puis finalement Trump a dit ben moi puisque c'est comme ça je veux plus rencontrer Kim Jong-un, et finalement il va le rencontrer. Mais attendez, moi ça me rappelle, hein, je ne me souviens pas du titre de ce feuilleton parce que je trouve ça tellement con, et évidemment que je ne le regarde pas, mais un petit peu, vous savez, ce feuilleton qui se passe à Marseille sur la Canebière ou je sais pas quoi là, qui date depuis, ça fait au moins 10 ans à mon avis, qui tourne ce feuilleton, à la con, et où il y a tous les jours un rebondissement. Et pourquoi vous le regardez depuis 10 ans? Parce que tous les jours on vous amène un rebondissement. Eh bien avec Trump c'est pareil. Tous les jours il vous amène de quoi vous nourrir, voilà, de quoi vous occuper l'esprit, voilà, avec quelque chose tout d'un coup qui alimente bien la presse en plus, parce que la presse, qu'elle soit aux ordres ou qu'elle soit conne, de toute façon le résultat est le même, d'accord, elle vous raconte n'importe quoi. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'effectivement, l'UCC, c'est une réalité. L'UCC, c'est un code du commerce international, voilà, qui permettait effectivement des échanges. Alors au départ, ça a commencé par la reconnaissance du pavillon qui ornait le navire de transport, d'accord, où on savait que c'était un pavillon ami ou un pavillon ennemi, et puis le commerce aidant, parce que c'est toujours le business le plus intéressant, hein, voilà. C'est le commerce qui a, au bout d'un moment, qui fait taire les guerres, parce que l'intérêt, c'est de prendre du pognon. Donc, au final, ils ont fini par faire un code de commerce à l'international, en se donnant chacun des numéros équivalents à un siret ou un sirène. Voilà. Alors, nous, c'est pareil. Lorsque nous naissons, ben oui, nous avons un numéro de sécurité sociale. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut comparer ce numéro de sécurité sociale au numéro que l'on tatouait sur les avant-bras des prisonniers en Allemagne? Peut-être, peut-être. Voilà, mais il faut savoir que ça existe. Point. Pourquoi? Parce que moi, je m'appelle Éric Pérou. Bon, si vous tapez sur Internet d'Éric Pérou, vous allez en trouver 4, 5, 6, 10. Hein, essentiellement en Suisse d'ailleurs, et aux États-Unis. Bon. Qu'est-ce qui peut nous différencier? Ce qui peut nous différencier, alors le sexe, Éric Pérou, a priori, on est tous des mecs, quoique avec le transgenre, ça peut changer, on ne sait jamais. Ensuite, il y a la date de naissance, il y a le lieu de naissance, voilà, et le numéro d'ordre du lieu de naissance, etc. Bon, donc effectivement, le seul fait de porter un nom et un prénom ne suffit pas. Il faut une identification. Voilà, n'importe quel magasinier de pièces automobiles ou autre vous expliqueront ça tout à fait bien. Voilà, c'est que chaque pièce est numérotée en fonction, voilà, elle a un code. Vous connaissez les codes barres, je ne vais pas vous le dire, voilà. Donc c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on pourrait très bien, il y a des films de fiction hein, qui en ont parlé à une époque, qui était d'avoir un code barre dans le cou, c'est-à-dire que vous passiez, on vous passait le code. Bon, et puis la technologie est passée par là, et aujourd'hui c'est la puce RFID, voilà. Et puis on est même maintenant, pour ceux qui sont encore un petit peu plus avancés, à se dire qu'avec la nanotechnologie, aujourd'hui, on peut très bien dans n'importe quel vaccin vous mettre une puce en nanotechnologie, d'accord, qui contiendra aussi les mêmes informations qu'une puce RFID. Vous écoutez ce que je vous dis? C'est très grave. C'est très très grave. Parce que là, on dépasse l'UCC. On dépasse la domination de l'homme. Nous sommes des animaux dans un parc. C'est-à-dire qu'on veut vous retrouver, on branche un scanner sur la référence, sur votre référence, sur notre référence, et à ce moment-là, ils peuvent nous retrouver à tout point de la planète. Eh oui, alors je sais bien que c'est pas agréable d'entendre ces choses-là, parce que ça nous remet en question. Ben oui, parce que ce qui est intéressant, c'est d'être un individu à part entière. Voilà. Ce que cherche d'ailleurs aujourd'hui
les gens qui se disent souverains, qui sont en règle générale, je l'ai déjà dit, des gens que j'apprécie énormément, parce qu'ils font un travail, un vrai travail. C'est ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire à dire nous sommes une entité, une vraie entité individuelle. Et en cela, nous demandons à être respectés. Et ça, c'est éminemment respectable. Il n'y a aucun souci. Bon. Alors pourquoi je dénonce ça? Parce que donc en parlant, donc je vous ai parlé de l'UCC, maintenant je vais vous parler de l'OPPT. Alors l'OPPT c'est quoi? C'est 3-4 avocats américains qui ont développé un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'UCC, et en disant, vous vous rendez compte, finalement nous ne sommes que les esclaves de la société, de sociétés multinationales, etc., que sont les États. Et donc, ils ont déclaré, c'était en, je ne sais plus, 2002, non, c'est peu important, on s'en fout. Ils ont déclaré que tout ça, ça n'existait plus, que c'était forclos, etc. De quel droit on pouvait-il déclarer les États forclos? Ça, moi, je n'ai pas encore compris. Mais apparemment, ils s'en sont donné le droit. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand on a commencé à me parler de ça il y a quelques mois, déjà, oui, au moins presque une année, peut-être plus, j'en sais rien. D'entrée de jeu, j'ai dit, attendez. Nous avions un monde qui était basé effectivement sur le commerce à l'international, sur les échanges, ce qui n'a pas changé d'ailleurs, je vous signale, hein, voilà, c'est toujours à la même base, hein, qui s'appelait donc l'UCC. Nous avons 3 ou 4 avocats américains qui arrivent là et qui dénoncent ce système-là, en disant c'est lamentable, machin, etc., qui nous expliquent l'être souverain, etc., c'est bien. Et je sais pas, moi c'est une question de feeling, je dis ça pue. Pourquoi je dis ça pue? Parce que quand vous voyez le prix que prend un avocat new-yorkais à l'heure pour prendre votre dossier, vous imaginez bien que ces 3-4 avocats, ils ne se sont pas lancés dans ce combat pour ne rien gagner. Bon. Alors, ce qui est intéressant, et je viens de l'apprendre, c'est que l'un de ces avocats est une avocate américaine et qui a avoué qu'elle était financée par Soros. Elle était financée par... non, pas par Soros, par Bilderberg et par Rothschild, excusez-moi. Voilà. Et c'est bien, parce que ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit quand on m'en a parlé. Mais j'ai dit, vous ne vous rendez pas compte que... De quoi? Nous étions sur des fondements de société qui dataient, grosso modo, du XVIe, XVIIe siècle. Et qui ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Hein, dans leurs fondements, ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, l'Internet arrive là-dessus, nous nous mettons à échanger, à faire de la conspiration, comme disent certains, d'accord, ou du fake news pour d'autres, ça vient, vous allez voir, on va en baver. Donc tout d'un coup, ils sont mis à jour, ces gens-là. Ils sont mis à jour. Ah oui, parce que alors, la pyramide, maintenant, tout le monde connaît. On vous aurait parlé de ça il y a 10 ans, personne, très peu de gens étaient au courant il y a 10 ans. 10 ans, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est pas du tout une génération, 10 ans. Bon. Donc c'est ça aussi, il y a l'accélération du temps. N'oubliez jamais l'accélération du temps et des technologies. Et aujourd'hui, finalement, la majorité de la population, plus ou moins, a au moins entendu parler de la pyramide. Avec en haut les Rothschild, les Rockefeller, les comment ils s'appellent? Oh, je ne sais plus les noms, enfin bon, peu importe. Les grands patrons, on va dire. Là où on a eu la réunion des Bilderberg, apparemment en Italie, quoique je ne sois pas du tout sûr du lieu de rendez-vous, parce qu'à mon avis, ça pouvait être aussi un fake. Mais bon, peu importe. J'ai édité d'ailleurs la liste sur Twitter. J'ai édité la liste des présents. Il y a quand même des ministres de la France quand même qui sont présents au Bilderberg. C'est quand même relativement grave quand même, hein, parce que c'est des gens qui vont prendre leurs ordres. Alors déjà, ils prennent des ordres à l'Union européenne, hein, et puis là, ils prennent des ordres en plus avec les Bilderberg. Donc,
Donc, d'entrée, moi, ce que j'ai dit, c'est ne vous trompez pas, l'OPPT, c'est ni plus ni moins que la nouvelle version du nouvel ordre mondial. Et ça, c'était il y a un an, j'en ai parlé il y a un an lors d'une vidéo, lors d'un direct, avec, j'ai vraiment un problème des noms, et où je leur ai dit, vous trompez pas, ils sont en train de vous tromper, ils vous emmènent là où ils veulent. Et je pense que je ne me suis pas trompé, parce que les dernières informations qui me sont arrivées me confirment que c'est la nouvelle version de Nouvel Ordre Mondial qui s'appelle aujourd'hui l'OPPT. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis déjà quelques mois, déjà au moins 3-4 mois, j'ai des gens qui défendaient vraiment très fortement l'OPPT. L'OPPT, c'était l'avenir, etc. Aujourd'hui, ils ne vous parlent plus de l'OPPT. Aujourd'hui, si vous leur parlez de l'OPPT, ils vous disent « Oui, non, mais l'OPPT, c'est déjà passé. On est passé à une étape suivante. » Oui, parce qu'ils se sont rendus compte de quoi? Ils se sont rendus compte que ce que je leur disais, c'était vrai. C'est que l'OPPT, c'est ni plus ni moins que la manigance. Vous savez, quand ils sont au-dessus, c'est les gens qui sont capables de sortir des milliards pour nous diriger. Des milliards, comme ça, boum. Voilà, ils fouillent au fond de leur poche, ils sortent quelques milliards et ils font ce qu'ils veulent. C'est les gens qui possèdent toute la presse. Que ce soit la presse écrite, la presse audio, la vidéo, etc., télévisuelle, etc. Voilà, donc ils font ce qu'ils veulent. Nous ne sommes que des moutons. Alors là où par contre, et c'est là où peut-être je vais surprendre certains d'entre vous, là où par contre ça m'intéresse, l'être souverain, là où ça m'intéresse, c'est dans la mesure où ça devient une initiative privée, une initiative personnelle. Alors, sans me faire d'illusions, parce que là aussi j'en ai déjà parlé, l'épouse d'un collègue, il y a 2 semaines de ça, je crois, a été arrêtée par la gendarmerie, contrôle de police, elle n'a pas voulu déclarer son nom, machin, etc., en disant je suis un être souverain, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce que j'avais décrit. C'est qu'elle s'est fait embarquer, elle a été mise en garde à vue, machin, bon, ils l'ont relâchée au final. Mais quand c'est qu'ils l'ont relâchée? Quand ils ont eu son identité. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être lucide, je dirais. C'est qu'aujourd'hui, être un être souverain, je me sens un être souverain. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit il y a au moins 8 mois. Ah oui, c'était Clément, je ne sais plus comment, que j'aime bien en plus. Il s'en souviendra certainement d'ailleurs. Il m'avait dit, oui, mais de toute façon, ton nom Pérou, ça t'appartient pas, maintenant sous majuscule, machin, etc. Et ma réponse avait été, parce que je suis un homme des bois quelque part, je leur avais dit, ah ouais, ça m'appartient pas, mais qu'ils viennent me le dire en face. Et ils vont voir si ça m'appartient pas. Bon. Et bien finalement, aujourd'hui, on en est là. C'est qu'aujourd'hui, si on veut défendre notre identité, notre réelle identité, eh bien, il faudra se battre. Voilà. Il ne suffit pas de dire, oui, mais je suis un être souverain, comme le Fred HH ou je sais pas quoi, qui me raconte, et il y a des gens pour le suivre, c'est ça qui est le plus dramatique, pour aller nous raconter qu'il va à la pompe, à la station-service, qui met de l'essence, et qui va se dire être souverain au pompiste, et que le pompiste va le laisser partir. Voilà. Ou qui va faire ses courses et qui va acheter de la bouffe, qui va arriver à la caisse en disant, voilà, je suis un être souverain, donc je ne paye pas. Alors moi, ça m'avait amusé à l'époque, j'en avais parlé avec des amis d'ailleurs, je leur avais dit, à mon avis, ce mec, ça doit être un gars qui a fait un petit peu quelques stages déjà en clinique psychiatrique, qui doit être le fils du préfet ou le fils du colonel de gendarmerie du coin, où tout le monde le connaît, et où tout le monde sait que de toute façon, effectivement, il ne paiera pas ni son essence ni sa bouffe, mais que toutes les factures seront envoyées soit à la préfecture, à monsieur le préfet, soit au colonel de gendarmerie, d'accord, et qui lui paiera. Bah oui, parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut être réaliste. Voilà, c'est ça qui me gêne, si vous voulez, sur certains êtres souverains. C'est ce que je leur demande simplement. Je suis des vôtres. Je veux être un être souverain. Mais en ayant l'ouverture sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce que je peux faire, ce que je peux réclamer, et ce que je ne peux pas faire, et ce que je ne peux pas réclamer. Et en sachant qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, Éric Pérou, être souverain, je reste quand même esclave d'un système. Tant que je suis propriétaire d'un bien, qu'il soit une maison, que ce soit une mobilette, que ce soit une voiture,
je reste un esclave. Pourquoi je reste un esclave? Parce qu'à partir du moment où on peut me saisir, je reste un esclave. Alors c'est vrai par contre, ce qui est assez intéressant dans notre pays maintenant, c'est que pour les dettes financières, dettes fiscales, on met pratiquement plus en prison. Mais quand je dis pratiquement plus, c'est on met plus en prison. Voilà. D'ailleurs, depuis la dernière, enfin l'avant-dernière ministre de la Justice, la révolutionnaire des îles, je ne sais plus comment elle s'appelait, une condamnation de moins de 2 ans, de toute façon, vous avez maximum un bracelet. Voilà. Donc, nous restons des esclaves. Il faut le savoir. Que nous ne pourrons nous libérer que le jour où nous aurons changé notre système. Voilà. Et malheureusement, c'est pas demain. Voilà. Et que si nous voulons changer nos systèmes, parce que souvent, les êtres souverains, en plus, c'est pour ça que je les aime bien, mais en plus, c'est des pacifistes. C'est des pacifistes. Et ils ont raison d'être pacifistes. Mais être pacifiste, c'est aussi accepter l'esclavage. Voilà. C'est peut-être qu'intérieurement, ils seront souverains, mais extérieurement, ils ne le seront jamais. Donc, moi, je suis un peu sur une autre tendance, c'est-à-dire dire, de toute façon, nous ne pourrons jamais sortir de ce paradigme qui est le nôtre aujourd'hui, et qui nous revient depuis, en l'état, je dirais, 1789, puisqu'on avait un autre paradigme avant, mais ça, on rentre dans une discussion politique qui est différente. Mais si nous voulons sortir de ça, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, ça ne se fera pas par le vote, voilà. Ça ne se fera pas par le fait qu'effectivement nous soyons tous en méditation et en positive, même si ça fait du bien à la planète, et ça j'encourage de le faire, méditer et avoir l'esprit toujours au maximum dans la positivité, ça ne peut faire que du bien à notre monde, bien sûr, mais ça ne changera pas de société. Voilà, donc j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Nous sommes, alors, j'ai bien aimé, c'est GeoSwing qui a utilisé cette appellation, qui appelait l'appellation, c'est nous sommes des lumériens, c'est-à-dire que nous sommes des humains de la lumière, nous sommes des êtres de lumière, et ça me plaît bien. Voilà. Quoi vous dire de plus? Rien de plus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Je pense que c'est une discussion à avoir. Je n'affirme rien. Je vous expose mes idées. Elles sont là pour être partagées. Elles sont là pour être discutées dans la bienveillance. Voilà, parce que c'est toujours ça. Il faut que nous soyons dans la bienveillance. Seule la bienveillance nous sortira effectivement de ce risque de guerre, même si je vous le redis, malheureusement, je pense que ça sera très difficile de passer à côté. Très très difficile de passer à côté. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Nous sommes lundi déjà. Vous voyez, j'ai mis la petite chemise de cake là. Je vous embrasse, je vous aime, et puis continuons cette route. Il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des gens qui seront un peu dans la guerre, dans l'esprit guerrier, dans la revanche, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, laissez-les. Passons notre chemin face à ces gens-là, même si c'est compliqué des fois, même si c'est compliqué. Nous avons tous un ego, et heureusement, je dirais, quelque part. Et c'est compliqué de... Moi, il m'est arrivé une fois dans ma vie d'être obligé de quitter un pays parce qu'on m'avait menacé de mort. J'ai jamais su pourquoi. Voyez. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai fui. Ouais. Et vous dire ça aujourd'hui, pour moi, c'est faire un gros accroc à mon ego. Parce que j'ai jamais fui avant. Jamais. Et cette année-là, c'était en 2011, j'ai fui le pays, puisque je me suis caché dans un hôtel 48 heures, le temps d'attendre mon billet mon avion, etc. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait donc 7 ans de ça. Aujourd'hui, avec le recul de tout ça, avec l'âge peut-être,
je me dis que j'ai eu raison. J'ai eu raison. Je vous expliquerai pas là pourquoi j'ai eu raison, mais ça aurait pu changer complètement le cours de ma vie si j'avais fait face. J'avais le risque de tuer un homme, et pour moi c'était hors de question. Déjà par respect de la vie, premièrement, et puis parce que j'aurais fini ma vie dans une prison thaïlandaise, et que pour moi c'était hors de question. Voilà. Donc ce jour-là, j'ai pris la bonne décision, vous voyez, j'ai fui. Eh bien, c'est pour ça que pour moi, quand vous voyez, quand j'ai fait des excuses à Monsieur Fioril, quand j'ai fait des excuses à différentes personnes, c'est moins lourd pour moi parce que je sais que finalement, être capable de ça, c'est être capable d'être fort. Et oui, parce que pour faire ça, il faut être fort. C'est bizarre, hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous aime comme toujours. Hein. Au revoir.